Bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch d'Iva France. On espère que vous allez tous très bien pour assister à ce nouveau rendez-vous. Alors au programme aujourd'hui, aérodynamisme et aviation, les bases. Et c'est une conférence qui vous est présentée par Clément. Bonjour Clément, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous. Ça va très bien et toi? Bah moi ça va nickel comme d'habitude. Alors on va quand même te découvrir un peu Clément en quelques mots. Comment tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et en gros, qu'est-ce qui t'amène à présenter une telle conférence? Ouais, il a pas de souci. Alors, donc je m'appelle Clément, j'ai 23 ans. Ça fait quelques années que je suis sur Evo's, depuis 2014, il me semble. Et donc je suis en formation en école d'ingénieur. Et donc c'est dans l'aéronautique et la mécanique des fluides numériques surtout. Et donc sur la compagnie, sur la Cahouette, j'ai eu une idée un jour de faire une conférence comme ça pour montrer un peu ce que je fais aux autres personnes de la cavette. Et ils ont beaucoup apprécié et du coup me voilà ici. Bah c'est parfait. Alors, on va pas tarder avant de commencer. Juste avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct. On essaiera de répondre à toutes celles que vous posez. Alors pas forcément dans l'immédiat, mais dès que le contexte le permettra. Et c'est aussi ça le pouvoir de Twitch. Cela étant dit, on va pouvoir commencer. Clément va pouvoir t'écouter, je te laisse la parole. On y va tout de suite. Et bah c'est parti. Voilà. Donc déjà encore merci à toutes et à tous d'être présents. Je vois que vous êtes 46 actuellement, c'est cool. Donc aujourd'hui on va parler d'aérodynamique, de CFD. Donc CFD j'expliquerai, mécanique des fluides numériques. Et puis je parlerai aussi de l'application au simulateur. Donc pour le sommaire, dans un premier temps, je vais parler un peu de la présentation générale, des quelques problématiques en mécanique des fluides, généralement. Ensuite, très important, je parlerai des bases en turbulence. 3, je vais parler rapidement des moyens d'essai aussi, comment peuvent être essayés des avions, par exemple, dans des souffleries. 4, donc je vais parler de la CFD, la fameuse dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et enfin, dans une dernière petite partie, je parlerai de l'application au simulateur de vol. Donc entre la partie 2 et la partie 3, ce sera à peu près la moitié. On fera une petite pause à ce moment-là. Donc alors pour la présentation générale, la mécanique des fluides se divise surtout en 2 parties générales. Donc il va y avoir la statique des fluides. La statique des fluides, ça va être tous les calculs qui vont être faits, par exemple, pour faire des calculs de force sur des barrages. C'est toujours mieux de savoir qu'un barrage va pas exploser, forcément. Et ensuite, on a la dynamique des fluides. Donc là, ça va être plus dans l'étude du mouvement, par exemple le mouvement de l'air autour d'une aile. Euh, je vais vous parler aussi d'histoire, car c'est assez important, je trouve, de remettre un petit peu le contexte dans l'histoire. Donc, la mécanique des fluides, ça remonte quand même à très très loin. Depuis la sédentarisation des hommes, en fait, à partir de ce moment-là où des canalisations ont commencé à apparaître, par exemple pour l'agriculture. Mais vraiment, on a vu apparaître surtout au XVe siècle, donc Léonard de Vinci, qui a réussi à décrire tous les types d'écoulements sans rien savoir dessus. En fait, c'est assez impressionnant. Et c'est grâce à lui, enfin, c'est lui qui a inventé les premiers anémomètres, par exemple, pour mesurer la vitesse de l'air. Donc, comme vous pouvez voir à droite, il y a une petite frise récapitulative on va dire, des plus grands noms en mécanique des fluides. Donc, il y a certains noms qui peuvent vous dire quelque chose, comme par exemple Pitot, qui est l'inventeur du tube Pitot, qui est très utilisé en aéronautique pour mesurer les vitesses. Et Pitot, il a inventé donc le tube de Pitot dans les années 1700 pour pouvoir mesurer en fait la vitesse de l'eau dans la Seine. Donc voilà, c'est parti de là et il a eu cette idée de mesurer avec un tube Pitot. Et en même temps, avec lui, travaillait Bernoulli, c'est un nom que vous devez connaître sûrement aussi.
Hem, Ensuite, beaucoup d'équations sont apparues, en fait, au cours des années, 1700, au moment où la physique s'est beaucoup mis avec les maths, en fait. Et monsieur Euler, a commencé à mettre, en fait, sur le papier quelques équations que l'on a vu, évoluer au fur et à mesure. Donc Navier les a reprises en rajoutant, des termes pour ensuite, que Gabriel Stokes, arrive à la formulation qu'on connaît aujourd'hui, en fait. C'est les équations de Navier-Stokes. Heu, c'est les équations, en fait, qui régissent tous les mouvements de fluide, qui existent, en fait. Et c'est assez impressionnant l'évolution qu'il y a pu avoir. Et donc aujourd'hui, on va retrouver quand même certains noms dans la conférence, par exemple comme Kolmogorov, qui a travaillé énormément sur la turbulence. Et aujourd'hui, la turbulence, c'est toujours un domaine qui est très ouvert et il reste beaucoup de domaines de zones d'ombre surtout. Ensuite, en supersonique aussi, donc pour toutes les vitesses qui sont, plus grandes que la vitesse du son, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc vous pouvez reconnaître ici, Mach, donc l'inventeur du nombre de Mach. Et donc voilà, c'est histoire de remettre un peu, dans le contexte, historique, voir, où on se trouve, par rapport à la mécanique des fluides. On voit que ça a commencé il y a 300 ans. Donc c'est quand même un domaine qui est assez jeune. Donc la mécanique des fluides en général, à quoi ça s'applique? Ça peut s'appliquer des grandes échelles vers des petites échelles. Donc quand je dis grandes échelles, ça peut aller jusqu'au Soleil, jusqu'à même les galaxies, pour descendre au niveau, des tailles des planètes, des ouragans. La météorologie, c'est de la mécanique des fluides en soi. Donc bien sûr, l'application aux avions et ça peut descendre, jusqu'à, les interactions par exemple, dans le sang, les écoulements dans une veine et ça peut descendre encore à plus petit que ça. Et donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler plus exactement de l'aérodynamique. Donc qu'est-ce que l'aérodynamique? C'est, l'étude des mouvements d'air, en fait, autour, d'un corps. Et dans l'aérodynamique, on peut voir 3 sous-parties. Donc la première, c'est, l'aéroélasticité. Donc qu'est-ce que l'aéroélasticité? C'est le couplage entre, le mouvement de l'air et les matériaux. Par exemple, quand on va souffler sur une aile, elle peut se déformer. Et un exemple qui est très utilisé en aéroélasticité, c'est le pont de Tacoma. Le pont de Tacoma en 1940, c'est un cas d'école tout simplement. Parce que les vents, soufflaient donc dans la vallée et comme il n'y avait pas d'études qui avaient été faites sur ce pont-là au niveau de l'aéroélasticité, au bout d'un moment, le vent étant devenu trop fort, le pont a commencé à avoir des oscillations et comme le vent était à une certaine vitesse, les oscillations en fait, augmentaient petit à petit et du coup quelques heures après, le pont, s'est totalement disloqué et donc c'est surtout à partir de ce moment-là que l'aéroélasticité a pris tout son sens. Donc ensuite, on a aussi l'aéroacoustique. Donc c'est le couplage entre les mouvements de l'air et l'acoustique. Donc par exemple, le bruit qui est créé quand l'air rencontre un train d'atterrissage. Ici, on peut voir par exemple l'air qui arrive sur un train d'atterrissage et en gris, en blanc, en noir, on peut voir les ondes de pression qui sont associées au son qui est créé en fait. Et ensuite, on a l'aérothermodynamique, qui est un mot assez long quand même. Donc c'est le couplage des mouvements de l'air avec toutes les grandeurs thermodynamiques. Donc ça va être la création, par exemple, de la chaleur avec deux fluides, par exemple, qui se rentrent dedans. Et un bon exemple pour ça, c'est lors des rentrées atmosphériques.
lors des rentrées atmosphériques, par exemple, ici, une capsule de SpaceX va rentrer à des Mach, donc à peu près Mach 20, donc c'est 20 fois la vitesse de la lumière. C'est des vitesses très, très élevées, de vitesse du son, pardon, pas de la lumière. C'est des vitesses très élevées et à ces vitesses-là, en fait, il y a une friction telle, qu'une couche de plasma va se créer et au sein de ces couches-là, tout simplement, c'est impossible de passer à côté des effets de la chaleur, en fait. Donc c'est encore une physique à part tout ça. Donc alors, qu'est-ce qu'un fluide? Parce que tout à l'heure je parle de fluide, mais je vous ai pas vraiment donné la définition au final. Donc un fluide, ça peut être un liquide, un gaz, un plasma, mais aussi comme vous pouvez le voir, le sable peut être considéré comme un fluide, sous un certain angle, comme vous pouvez voir ici presque comme si c'était de l'eau. Et un fluide a certaines propriétés, donc il a une viscosité. Par exemple, le miel va être très visqueux comparé à l'eau. Il va avoir une masse volumique. Heu, Par exemple, l'eau a une masse volumique de 1000 kilogrammes par mètre cube. Donc un cube de 1 mètre de côté va peser 1 tonne. Donc il va avoir une température associée, une pression, une vitesse et d'autres grandeurs encore, j'en passe, des grandeurs, plus complexes, on va dire. Donc normalement je ne devais pas montrer d'équations, mais c'est juste pour vous montrer ces fameuses équations de Navier-Stokes. Je ne vais pas vous les expliquer, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine beauté dans ces équations, même si en soi quand on regarde comme ça peut être difficile de trouver la beauté dans ces équations. Mais du coup, voilà, juste pour vous montrer au final, à quoi, sont arrivés, Navier et Stokes, à la fin. Donc juste avec ces équations-là, on peut décrire tous les mouvements de fluide. Donc ensuite, je vais faire une petite parenthèse, sur l'aérodynamique d'un avion. Ça me paraît assez important juste pour commencer, parler de portance et de traînée. Heu, je vais pas par contre montrer de formule, ou quoi, je vais rester plus dans la description. Donc comme vous savez, l'avion, a 4 forces. Donc il y a la portance qui est une force verticale, la traînée qui est la force qui va s'opposer au mouvement de l'avion. On a le poids de l'avion qui va l'attirer vers la terre et la poussée qui est créée par les moteurs qui va permettre de faire avancer l'avion. Donc vous pouvez voir, sur l'image de droite, donc la portance, donc lift en anglais, et drag, la la traînée, pardon, qui est résumée donc sur, un profil d'aile sur la droite. Et une grandeur qui est assez importante quand on regarde les avions, c'est, la finesse de l'avion. Donc c'est le rapport de la portance sur la traînée et ce qui est important, c'est optimiser ce rapport-là, en fait, car plus ce rapport est grand et plus on aura une meilleure efficacité, donc un rayon d'action plus grand et on pourra prendre plus de masse dans l'avion, en fait. Et d'un autre côté aussi, c'est comme ça qu'on va pouvoir réduire la consommation de l'avion, ce qui est très, très important. Alors, je vais commencer à parler de la turbulence. Donc, pour la turbulence, on a un nombre en particulier qui est très important, c'est le nombre de Reynolds. Donc Reynolds, on a vu tout à l'heure, c'était dans les années 1850 à peu près. Donc grâce à ce nombre-là, on va pouvoir savoir si on est plutôt dans un régime laminaire ou turbulent. Donc dans un régime laminaire, comme vous pouvez voir, ici la fumée, d'une bougie. Au début, on peut voir qu'on est dans un régime laminaire. On voit que la fumée est très ordonnée. Puis petit à petit, on va avoir une transition qui va se faire pour arriver à la turbulence où on voit que c'est surtout des mouvements aléatoires et il y a un certain mélange qui se crée. Et donc en fait,
ce nombre de Reynolds, quelque part, il peut se résumer à le rapport des forces d'inertie du fluide, donc la vitesse du fluide en gros, par les forces visqueuses, donc les frottements qu'il va y avoir dans ce fluide. Donc je vais pas mettre la formule non plus, car ça en ferait beaucoup à la fin sinon. Donc le nombre de Reynolds peut varier énormément. Donc comme vous pouvez le voir par exemple sur l'image de gauche, un écoulement sur une aile d'A380, le nombre de Reynolds est à peu près de 100 millions. Le nombre de Reynolds autour d'un cycliste, c'est 1 million. Et donc dans le sang, l'écoulement du sang à peu près, c'est un Reynolds de 0,2. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que l'écoulement dans le sang est laminaire et l'écoulement autour d'un cycliste et d'un A380 est turbulent. Donc un cas d'école qui est souvent regardé pour expliquer le laminaire et le turbulent, c'est un écoulement autour d'une sphère ou d'un cylindre. Donc ici en rouge, on peut voir un cylindre et le fluide passe autour, il arrive de la gauche vers la droite. Donc en haut à gauche, on est dans un régime laminaire. Et ce qui est important dans le régime laminaire, c'est que si d'avance on ne sait pas d'où arrive le fluide, on ne peut pas vraiment dire en fait d'où il arrive et vers où il va. Car on voit que les lignes que suivent le fluide, elles sont pareilles des deux côtés en fait, à droite et à gauche. Donc ça c'est très important. Donc on a ce régime-là quand le nombre de Reynolds est inférieur à 5. Donc là, on augmente petit à petit la vitesse du fluide et on arrive dans un nombre de Reynolds entre 5 et 15. On voit qu'il commence à y avoir des petits tourbillons qui apparaissent derrière le cercle. Donc on appelle ça des zones de recirculation. Et ces zones de recirculation, aussi, on peut les retrouver sur une aile d'avion lorsque l'avion décroche. On va avoir cette grosse zone qui va se créer sur le dessus de l'aile de l'avion. Alors si on continue encore, on augmente la vitesse, on va avoir un Reynolds qui va être entre 40 et 150 et on va avoir des petits tourbillons comme ça qui vont se décrocher et qui vont alterner d'un côté et de l'autre et ça va former une allée de von Karman. Je vous montrerai une photo juste après. Donc ensuite, on continue à augmenter la vitesse. Donc le nombre de Reynolds va augmenter. Et là, on va avoir des oscillations qui vont apparaître et on va commencer à avoir une transition vers la turbulence. Donc on va être à un nombre de Reynolds entre 150 et 10 000 à peu près. Donc là, on va commencer à avoir une transition et cette allée de von Karman va commencer à, à se brouiller un peu en quelque sorte. Et puis à partir d'un nombre de Reynolds de 30 000 jusqu'à quelques millions, on va avoir en fait vraiment un écoulement pleinement turbulent avec, avec un état très désorganisé en fait et l'arrière, le sillage qui devient très étroit. Mais après, comme vous pouvez voir, on n'a plus ces tourbillons qui se détachent à ce moment-là. Et enfin, si on continue à augmenter encore la vitesse et qu'on a un nombre de Reynolds qui est supérieur à 3,5 millions à peu près, on va revoir ces tourbillons en plus avec la turbulence qui vont réapparaître. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on connaît la fréquence en fait de ces tourbillons, à quelle fréquence ils vont se détacher de la sphère. Et ça, on connaît cette fréquence en fonction de la vitesse du fluide, de la forme et de la pression et d'autres grandeurs en fait. Et hop, une petite image, je la trouve vraiment magnifique, qui a été prise de l'ISS. C'est autour de Mayotte, il me semble. Ça, je suis pas sûr par contre. On voit dans l'atmosphère justement une formation d'allée de von Karman. Donc avec ces tourbillons que vous pouvez voir ici dans les nuages. Des fois, si vous regardez aussi sur les rivières, vous pouvez voir ce genre de tourbillon se, se créer justement. C'est très intéressant à voir. Mais par contre,
pour les voir, faut être vraiment, dans des conditions, assez spécifiques. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de la turbulence et parler un peu plus de la théorie. Donc surtout cette diapo-là, elle va peut-être piquer un peu. J'espère que je vais pas trop vous perdre dessus. Je vais y aller peut-être un peu plus lentement et histoire de pas vous perdre. Donc la turbulence, qu'est-ce que c'est? Donc déjà la nature, elle déteste le désordre. Ça c'est je pense qu'on peut le retrouver un peu partout et donc il y a 2 moyens, pour un fluide de retourner dans un état ordonné. Donc un état ordonné, en fait, c'est, un mouvement laminaire. Donc c'est le laminaire, donc les des bas nombres de Reynolds. Donc 2 moyens de le faire, c'est soit avec les frottements visqueux, donc le fluide qui va frotter et ça va, en fait, dissiper l'énergie en chaleur et ça va, faire en sorte à ce que le fluide, petit à petit, redevienne laminaire, en fait. Mais sauf que les frottements visqueux, ils sont très limités et ils apparaissent surtout dans les faibles vitesses. Donc la nature, elle a décidé de tout simplement créer la turbulence pour les fortes vitesses, pour pouvoir dissiper, cette énergie qui est en trop justement. Et donc, comment elle fait en soi? Comment marche cette turbulence? Donc la turbulence en soi, Hem, ça va être des tourbillons. On va avoir un fluide, qui va être très énergétique, donc avec de fortes vitesses par exemple, qui va, créer des gros tourbillons comme on peut voir ici. Donc on va avoir l'énergie qui va augmenter, donc on va avoir des gros tourbillons qui, vont se séparer dans des plus petits tourbillons, qui vont ensuite se séparer dans des plus petits tourbillons. Et tout ça jusqu'à arriver en fait jusqu'au plus petit tourbillon qu'on puisse avoir et ces tourbillons-là, vont ensuite se dissiper, donc gamme dissipative, ils vont se dissiper en chaleur tout simplement. Donc au final, quand on est sur les petits tourbillons, on revient au frottement visqueux et ça permet petit à petit en fait, donc en transférant l'énergie des gros tourbillons vers les petits tourbillons, ça permet de revenir petit à petit sur un régime ordonné. Donc on peut voir qu'il y a une certaine cascade qui se forme en fait, donc une cascade des gros tourbillons vers les petits tourbillons et cette cascade-là a un nom, c'est la cascade de Kolmogorov. Et justement, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait parler de Kolmogorov. C'est, un scientifique russe, justement, qui a eu l'idée de cette théorie de la turbulence qui est, aujourd'hui, bien reprise quand même. Et ces tourbillons les plus petits, ont une certaine taille et cette taille, elle s'appelle justement l'échelle de Kolmogorov. Donc voilà, ça fait beau son nom ressort très souvent en turbulence, mais justement ce qu'il a fait, ce travail, de théorisation, assez impressionnante, qui d'ailleurs, on retrouve ces valeurs-là, dans les expériences ou même dans les simulations. Et on peut voir ici, par exemple, sur une simulation, donc de la gauche vers la droite, on peut voir ici les tourbillons. On voit qu'il y a sur la gauche surtout des gros tourbillons et petit à petit, ces tourbillons, ils vont se détacher et en créer des plus petits comme on peut voir ici. Et ces petits tourbillons-là, au final, vont en créer d'autres jusqu'à se dissiper en chaleur et au final, faire monter petit à petit, la température du fluide en fait, pour, refaire venir, doucement la tranquillité. Donc voilà, j'espère que vous avez pu, vous accrocher à cette partie-là, car c'est quand même une partie très, intéressante en turbulence et c'est vraiment en fait les piliers de la mécanique des fluides et de la turbulence, là-dessus. Hem, je voulais faire aussi une petite parenthèse sur la turbulence de sillage qui est assez importante en aéro et dont on parle, souvent, que ce soit, contrôleur ou pilote.
Donc il y a une magnifique visualisation ici des tourbillons marginaux sur une aile. Donc comment, comment est-ce qu'ils se forment? Donc sur l'intrado de l'aile, on va avoir une surpression et sur l'extrado, on va avoir une dépression. Et quand on regarde l'aile sur son côté, comme ici, euh, l'air va avoir tendance de passer des hautes pressions vers les basses pressions. Donc elles vont sur le bout de l'aile, l'air va remonter et comme l'aile a une certaine forme, on va avoir un vortex qui va se créer sur le bout de l'aile justement. Et donc ce vortex va être plus ou moins fort en fonction de la forme de l'aile, de la masse de l'avion et de la vitesse de l'air par exemple. Et oui, avec ce beau MD11 effectivement. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que se forme la turbulence de sillage. Et c'est un phénomène qui peut être très dangereux en aéro. Donc voilà, il y a cette première partie qui est terminée. Je ne sais pas si il y a des questions qui ont été relevées. Alors, alors, on a eu une question notamment de Cacahuète Ben qui nous a Oui, dit, quand tu parlais des allées de Von Karman, est-ce que c'est la même chose pour le sillage derrière les bateaux au final? c'est exactement la même chose. C'est tout à fait ça, ouais. Derrière un bateau, au final, c'est juste que c'est pas le fluide qui va bouger, c'est le bateau qui va bouger sur l'eau. Et ça revient à la même chose au final. D'accord. Et Mathias qui nous demande, il doit y avoir un lien mathématique simple entre entropie et échelle de Kolmogorov. Est-ce que c'est le cas? Euh, Alors, de tête comme ça, je me souviens plus. Enfin, je pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'entropie et l'échelle de Kolmogorov. Je sais qu'il y a un lien direct entre l'échelle de Kolmogorov et le nombre de Reynolds, en tout cas. Mais je sais pas s'il y a un lien direct entre l'entropie et cette échelle-là, en tout cas. D'accord. Et une petite question, en gros, Lucas Walter demande entre guillemets qu'est-ce que la turbulence, mais si on pourrait tirer quelque chose de cette question, c'est en gros, alors on a vu beaucoup de théories sur cette première partie, mais en Ouais. gros, comment la turbulence se forme, pourquoi elle se forme. Alors tu as parlé de la nature aime l'ordre, mais en quelques phrases, comment tu le résumerais? Hum, résumer la turbulence en quelques phrases, c'est intéressant ça. Euh, c'est c'est un moyen de retour à l'ordre, comme j'ai dit, mais au final aussi, la turbulence, ça peut être utilisé pour mélanger quelque chose. Par exemple, quand vous mélangez votre café, ça va être en faisant de la turbulence dans le café, et au final, euh, c'est un phénomène chaotique aussi. C'est impossible à prévoir, la turbulence, tout simplement. Dac, dac. Alors, Voilà, je sais pas si euh, j'ai bien répondu. ça devrait aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas. On va Je suis en attendre train de peut-être regarder en même 2 petites minutes avant de passer à l'autre partie. Je vois pas d'autres questions là, pour l'instant. On va faire la petite pause. Ouais. Ok, bon, bah, on va faire une petite pause de 3 minutes et on se retrouve juste après pour la suite. À de suite. Voilà, une petite pause, le temps d'engranger tout ça. Et puis on revient notamment avec ta question Mathias dans 2 minutes.
Et Bien, rebonjour. voilà, nous sommes de retour. C'était une petite pause, histoire d'engranger un petit peu toutes les d'engranger, n'importe quoi, d'avaler un petit peu toutes les informations théoriques. Et il me semble, Clément, que la deuxième partie est quand même un peu plus pratique. Et on va parler d'autres choses. Oui, tout à fait. Donc en premier, je pense que je vais répondre à la question de Mathias. Donc il demandait quel est le lien entre le nombre de Reynolds et l'état de la surface. Donc je lui ai demandé un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'il entendait par état de la surface? Donc c'est en fonction des formes et de l'aspérité, par exemple, du cylindre. Donc c'est intéressant. Le nombre de Reynolds euh, ne dépend pas des aspérités. Il va dépendre que d'une taille qu'on va prendre, par exemple. Si tu veux, par exemple, calculer le nombre de Reynolds sur une aile, c'est la taille de l'aile, donc la taille de la corde que tu vas prendre pour faire le calcul. Mais par contre, dans le calcul du nombre de Reynolds, il n'y a pas l'état de la surface, donc les aspérités, qui est pris en compte dedans en fait. C'est euh, c'est plus après dans les calculs pour les frottements sur la paroi, par contre, où l'aspérité va rentrer en jeu. Du coup, là, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va continuer. Bah, Donc, allons-y. c'est parti. On va partir sur la partie des essais. Donc, les essais en soufflerie. Je vais déjà, dans un premier temps, je vais vous parler d'une soufflerie. Donc, qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Donc, voici une photo très simple, enfin, un schéma simplifié d'une soufflerie. Donc, on va commencer dans la veine d'expérience que vous pouvez voir ici. Dans cette veine-là, on va pouvoir mettre la maquette, donc la maquette d'essai, qui va pouvoir être essayée. Donc ça dépend, la taille va dépendre en fait de la soufflerie. Donc ici, on a une soufflerie qui est fermée. Donc l'air qui est dans la soufflerie va circuler dans un sens ici, donc va partir vers des hubs de déflexion. On va avoir la turbine de l'autre côté qui va créer justement cette vitesse dans la soufflerie. On va voir donc le tunnel de circulation d'air et ici on va avoir des sections qui va comporter certains grillages et ces grillages vont pouvoir être utilisés pour contrôler en fait la turbulence qui va être créée euh, pour simuler en fait le fluide dans la veine d'expérience. Donc en quelque sorte, on peut recréer des conditions de turbulence spéciales juste avant notre maquette. Et ça, c'est très intéressant. Et d'un autre côté, peut-être que vous pouvez vous demander comment ça se fait qu'on puisse comparer un modèle, donc une maquette, avec un avion qu'on va avoir qui fait des fois 10, 20 fois la taille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on respecte le nombre de Reynolds et le nombre de Mach dans la soufflerie, donc si le nombre de Reynolds est le même ainsi que le nombre de Mach à cet endroit-là par rapport à un vrai avion, on va pouvoir comparer les deux en fait. C'est pour ça que le nombre de Reynolds et le nombre de Mach aussi sont très importants. Et en même temps, là, je vois une question de Hugo concernant un nid d'abeilles avant le convergent. Et oui, c'est vrai que il y a un nid d'abeilles, donc un nid d'abeilles qui peut être mis à cet endroit ou des grillages, ça dépend des fois. Et ça permet pas de recréer un écoulement laminaire, mais ça peut en fait détruire des gros tourbillons qui se sont créés à cet endroit-là en fait pour faire en sorte d'avoir une turbulence moins perturbative, on va dire pour faire en sorte d'avoir un écoulement plus représentatif de la réalité. Donc voilà, ça fait partie des filtres qu'il va y avoir juste avant le convergent ici. Ensuite, un magnifique exemple de soufflerie.
C'est la soufflerie de l'Onera, sur le site de Modane. Donc l'Onera, c'est, l'Office national, de l'étude et de la recherche aéronautique en France. Et cette soufflerie-là, c'est une des souffleries les plus grandes d'Europe. Comme vous pouvez voir la taille de la personne par rapport à la à la turbine de la soufflerie. C'est assez impressionnant et dans cette soufflerie, ils peuvent, tester beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir ici, une maquette d'A350 et la vitesse du fluide, j'ai lu que la vitesse du fluide peut monter jusqu'à Mach 3, dans ces tunnels et ces ventilateurs-là, ils brassent 10 tonnes d'air par seconde. Donc là, on est dans des chiffres tout simplement démentiels. Comparé, à des petites souffleries qu'on va trouver dans des écoles, par exemple, où c'est pas la même, la section d'essai fait plutôt, 30 centimètres par 30 centimètres et là, c'est plus, 3 mètres de diamètre à peu près. Donc voilà, c'est très intéressant, mais par contre, les coûts d'essai sont assez gros comme, pour faire tourner, cette turbine-là, ça demande quand même une énergie assez élevée et beaucoup d'électricité donc derrière, ça revient très cher de faire tourner ce genre de soufflerie. Donc ensuite, comment on peut, mesurer dans ces souffleries, la vitesse de l'air? Donc soit en utilisant des sondes de pitot que vous connaissez peut-être, qui sont, qui on les retrouve aussi sur les avions. Donc ça permet de, faire la différence entre la pression statique et la pression totale de l'air et ça va nous donner directement, en fait, la vitesse du fluide. Ensuite, on a, une, technologie donc qui apparaît de plus en plus, ça fait pas longtemps que ça existe, ça s'appelle la PIV, c'est, Particle Induced Velocimetry. Donc on va, envoyer des petites particules, en fait, dans le flux d'air. Des fois, ça peut être, de l'huile, de la fumée et puis oups, pardon, on va envoyer des impulsions laser de temps en temps et ces impulsions-là, derrière, on va pouvoir lire, on va pouvoir, on va pouvoir comparer, pardon, entre 2 images, en fait, les mouvements, derrière de la fumée. Et donc ça peut être important juste derrière pour voir, la formation. Et donc ouais, par contre, j'ai pas expliqué pression totale et pression statique, ce que c'est. Hem et pression dynamique aussi. Donc la pression totale, ça va être la pression, que vous allez ressentir, par exemple, quand vous sortez la main en dehors de la voiture. Par exemple, si vous sortez la main en dehors, de la vitre et que vous mettez la main à plat, la pression que vous allez ressentir sur la main, ça va être la pression totale. Ensuite, quand, vous avez la fenêtre ouverte et que vous mettez votre main dans le sens de l'écoulement, sur le côté de la main, vous allez ressentir, en fait, la pression statique. Et la pression cette pression totale moins la pression statique, ça va donner ce qu'on appelle la pression dynamique et après il y a une relation très simple et qui va nous donner en fait la vitesse. Donc la pression dynamique, c'est, la vitesse du fluide. Donc voilà. Et ensuite pour mesurer, l'écoulement aussi, on a ce qu'on appelle le fil chaud. Donc ici on a un fil, très, très fin, relié entre 2 électrodes et ce fil est chauffé en faisant passer un courant et comme il l'air passe sur ce fil, il va refroidir le fil et ce fil va garder tout le temps la même température. Donc lorsque l'air va refroidir le fil, la, la tension, pardon, l'intensité va augmenter en fait dans l'instrument de mesure pour faire augmenter la température dans le fil, pour qu'au final, la température soit toujours la même et donc à la fin, on va pouvoir faire une relation entre l'intensité,
qui va être mise dans l'instrument de mesure et la vitesse de l'air. Donc cet instrument-là permet d'avoir des mesures extrêmement précises et d'en prendre beaucoup toutes les secondes. L'instrument du milieu, donc la PIV, c'est moins instantané, mais petit à petit, on a de meilleurs résultats comme les technologies, enfin les lasers sont s'améliorent tout le temps. Et puis on a la sonde de Pitot qui marche extrêmement bien aussi. Et enfin, là il y a aussi les essais à taille réelle, mais là c'est différent, il y en a peu, ou alors c'est surtout pour les choses qu'on ne peut pas tester au sol. Et par exemple les systèmes d'avion qu'on doit tester carrément sur un avion en l'air directement. Et donc là, j'ai pris cette image-là comme on peut voir avec des fils de laine sur l'aile, on peut visualiser le flux d'air en fait. Comme vous pouvez voir, il y a certains fils de laine qui partent sur le côté comme ça. Ça veut dire que à un endroit ici, on va avoir une petite bulle de recirculation peut-être qui s'est formée à cet endroit-là. Et c'est très intéressant justement pour visualiser le flux d'air. Alors, ces essais-là, comme j'ai dit avant avec la soufflerie, ça peut coûter des sommes d'argent très très élevées. Et du coup, surtout au siècle dernier, on est venu à penser, est-ce qu'on ne pourrait pas simuler tout ça en utilisant les ordinateurs tout simplement. Donc là est née la mécanique des fluides numériques, ou la CFD en anglais, c'est Computational Fluid Dynamics. Alors, à quoi sert la CFD? Donc la CFD va nous servir pour créer, par exemple, ou optimiser des objets, des avions, et avec des calculs réalisés sur des PC, on va pouvoir visualiser toutes les grandeurs physiques que l'on veut. Donc que ce soit la pression, la vitesse, certaines valeurs pour la turbulence. Et donc pour faire ça, par exemple ici, on a un exemple sur une sphère. On va découper tout le domaine où on veut faire notre simulation en petites parties. Comme on peut voir ici, tous ces petits triangles, ça va être notre maillage en fait. On va mailler le domaine et grâce à ce maillage-là, sur chacune de ces petites cellules, on va pouvoir calculer nos grandeurs physiques. Donc notre température, notre vitesse, la pression. Et vous allez vous demander justement pourquoi on fait ça, pourquoi on découpe. Ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas une puissance infinie pour faire un maillage qui est aussi fin qu'un atome, on va dire. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on découpe cette partie-là. Et après, à la fin, on arrive sur ces résultats-là, par exemple sur la sphère. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est la pression. Donc en rouge, c'est les hautes pressions, et en bleu, c'est les basses pressions. Donc là, on peut voir qu'on a un régime avec un œil un peu plus aguerri. On peut voir que derrière, par exemple, si on regardait la vitesse, ici, on aurait une recirculation à l'arrière, et ici aussi. Donc, si vous vous souvenez tout à l'heure des images que je vous ai montrées avec la sphère, on est dans un régime où le nombre de Reynolds est à peu près entre 5 et 15 ici. Donc voilà. Après, il existe plusieurs moyens de simuler. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, on va dire. Ces niveaux de difficulté sont croissants. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la figure de tout à l'heure avec avec les tourbillons de la turbulence. Comme j'ai dit, on ne peut pas simuler avec nos PC actuellement les plus petits tourbillons de la turbulence. Donc, un jour, des personnes ont proposé des modèles donc
tout simplement, c'est-à-dire modéliser la turbulence, c'est quelque part traduire la turbulence avec des équations, mais en la simplifiant pour nos PC en fait, pour pas que ça prenne autant de temps. Euh, donc c'est là où les modèles RANS, que vous pouvez voir ici, ont été créés. Donc RANS, ça veut dire Reynolds Average Navier-Stokes. Donc c'est les équations de Navier-Stokes qui vont être moyennées. Donc grâce à ça, on va pouvoir avoir les valeurs moyennes euh, des, euh, des grandeurs physiques. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, en RANS, on va voir surtout la moyenne. Ensuite, une deuxième approche a été créée. Ça s'appelle la LES. LES, ça veut dire Large Eddy Simulation. C'est la simulation des grandes échelles. Donc là, ça veut dire, tout simplement comme le nom l'indique, on va simuler les gros tourbillons. Et ensuite, pour les petits tourbillons, on va les modéliser. Donc on va utiliser en gros les modèles qu'on avait pour Rance et on va les mettre, on va les adapter juste pour les petits tourbillons. Et là, comme on peut voir au milieu, on a la LES. On peut voir des perturbations qui sont un peu plus grosses. On peut voir plus de tourbillons. Et ensuite arrive la DNS. Là, par contre, la DNS, c'est la tête de la première et on simule tout. Comme j'ai dit, ça demande des, des performances de calcul tout simplement ahurissantes. Et aujourd'hui, c'est seulement utilisé que pour la recherche, la DNS, car c'est le plus précis. Et des fois, les calculs peuvent mettre plusieurs mois sur des supercalculateurs. Donc c'est juste pas possible. Ça ne peut pas être utilisé tout simplement en entreprise. Euh, donc je vois qu'il y a pas mal de questions. Je pense que je vais répondre un peu au fur et à mesure parce que sinon ça va être compliqué de répondre tout à la fin. Euh, GoFlying, il y a des logiciels qui utilisent la DNS. Alors oui, il y a des logiciels qui utilisent la DNS, même des logiciels, des progiciels qu'on peut retrouver dans l'industrie, parce que la DNS peut être utilisée pour les écoulements laminaires, comme il n'y a pas de turbulence. C'est très simple dans ce cas-là à résoudre, comme il n'y a pas tous ces petits tourbillons en fait. Du coup, oui, c'est possible. Et donc, ouais, comme je disais, la DNS, ça demande d'avoir des toutes petites mailles en fait. Il faut que les mailles soient aussi petites que les plus petits tourbillons qui existent en fait. Et là est le souci. Donc aussi, il y a cette image en bas à gauche où on peut voir cette cascade donc en forme de triangle avec le RANS, LES, DNS. Et si on prend un point sur chacune de ces simulations, RANS, LES, DNS, le même point, on peut voir ça au final. Donc en noir, on peut voir la DNS. Donc la DNS, comme on va avoir toutes les variations de vitesse, tous ces petits tourbillons qui vont se former, on va avoir toutes ces variations de vitesse aléatoires qui vont apparaître sur la courbe. Ensuite, donc la LES en second, on va avoir moins de variations, comme on modélise juste les petits tourbillons. Donc on va pas avoir les variations de vitesse qui vont être liées aux petits tourbillons. Donc la LES c'est en rouge. Et puis ensuite, on a la modélisation RANS. Comme j'ai dit, RANS c'est la moyenne, donc on trace un trait au milieu. Voilà. Et la méthode RANS est extrêmement utilisée aujourd'hui dans l'industrie car c'est très précis pour la phase de design d'un objet. Ça donne des grandeurs moyennes et c'est très bon aussi pour calculer des forces. Donc par exemple pour calculer la portance, la traînée
ou d'autres forces encore. Ça marche très très bien et c'est extrêmement rapide au final. Et de plus en plus d'entreprises peuvent se payer des PC assez puissants pour faire de la LES aussi. Donc on commence à en voir arriver petit à petit, même si ça demande toujours des puissances de calcul assez élevées. Euh, Ah, il y a une question d'Elodie. Avec le nombre de simulations exécutées, il n'y a pas moyen d'avoir du pré-calcul ou de la prédiction à la longue. Alors ça, c'est une question très, très intéressante. Il y a du machine learning qui commence à apparaître sur ce genre de simulation. Comme c'est extrêmement compliqué, et j'ai dit que c'est un mouvement chaotique, ça peut pas vraiment être prédit en fait. Ça va dépendre énormément de toutes les conditions. C'est très compliqué derrière de faire du machine learning, par exemple, là-dessus. Mais il commence à y avoir beaucoup de recherches qui apparaissent sur ce sujet-là. Et de mémoire, il y a certaines recherches qui sont très prometteuses et qui permettent d'avoir des résultats très précis en un temps moindre, tout simplement. Mais oui, oui, ça commence à apparaître petit à petit, mais c'est très, c'est pas du tout répandu quoi pour l'instant. Après, ce qui peut être intéressant à dire, donc par exemple sur votre PC, vous pouvez très bien faire tourner des simulations en Rance. Il n'y aura absolument aucun problème. Sur votre PC aussi, vous pouvez faire tourner des simulations en LES, DES. Par contre, ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, pour faire une bonne simulation, on est dans l'ordre de la semaine à peu près, avec des PC comme on a chez nous. Tandis que DNS, n'y pensez même pas de faire ça avec votre PC. Ça prendra plusieurs années, clairement. Donc voilà. C'était la partie un peu ardue pour la CFD. Donc depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de supercalculateur, de puissance de calcul. Je pensais que c'était très intéressant de faire cette parenthèse sur l'évolution de la puissance de calcul au fur et à mesure des années. Donc comme vous pouvez voir, avant les années 1940, le premier supercalculateur, le Z1, faisait une opération par seconde. Voilà. Et on peut voir cette évolution au cours des années. Et en 2020, le supercalculateur le plus puissant se trouvait au Japon. Et d'ailleurs, il me semble que c'est toujours le plus puissant aujourd'hui. C'est le supercalculateur Fugaku. J'ai relevé quelques, quelques chiffres qui sont absolument énormes. On est à 418 pétaflops. Donc c'est-à-dire 418 avec c'est 18 zéros derrière, opérations par seconde. Donc voilà, je vous invite à mettre 418 avec 18 zéros sur une feuille, vous allez voir que ça fait un sacré nombre. Dans ce supercalculateur, il y a 7,3 millions de cœurs dans les processeurs. Donc si vous prenez par exemple 4 cœurs par processeur, vous avez beaucoup de processeurs qui tournent en même temps. Et pour ceux qui veulent savoir, l'architecture de ces processeurs, c'est une architecture ARM, pardon. Et pour faire fonctionner ce supercalculateur, c'est 30 kWh en énergie. Donc voilà. Ça commence à faire beaucoup. Après, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la puissance de calcul au fur et à mesure des années. Elle suit, la loi de Moore, en fait. Donc on a tous les 2 ans, il me semble à peu près, on a la puissance qui est doublée. Donc peut-être d'ici quelques années, enfin pas de suite en tout cas, d'ici quelques années, on pourra peut-être lancer des DNS ou des LES plus facilement sur nos PC. On verra bien.
Ouais, Valkypoet dans le chat, effectivement, RN, c'est pas des processeurs, c'est l'architecture du processeur. Alors maintenant, on va passer à deux petites vidéos pour vous montrer justement ces résultats et ces simulations numériques qu'on peut retrouver chez les constructeurs. Donc, je vous ai pris un exemple de LES et un exemple de DNS. Donc, le premier exemple de LES, ce sera sur un train d'avion. Donc, ça a été fait par la NASA en utilisant un logiciel d'assaut aviation. Comme vous pouvez voir, on a le flux d'air, donc c'est une LES, qui est simulé autour d'un train, d'un avion, et vous pouvez voir toute la turbulence qui est créée derrière. Et en fait, l'idée de cette simulation, c'était ensuite de récupérer le bruit qui est généré en fait par toute cette turbulence derrière. Donc voilà, on, on peut voir la turbulence quelque part comme vous l'avez jamais vu. C'est la partie cachée de la turbulence. On va la repasser un dernier coup pour bien voir. On voit bien en fait les tourbillons se former dans la trappe aussi du train d'atterrissage. Et ensuite, il y a une autre vidéo, c'est pour la DNS. Ça va être une simulation cette fois-ci d'une petite partie d'aile. Et vous allez voir, les grandeurs sont assez affolantes. Donc le Reynolds est de 400 000 et c'est une toute petite partie d'une aile d'un planeur. Donc voilà, c'est juste 10% de la corde. Donc c'est une DNS qui est réalisée. Vous allez voir que les grandeurs sont assez folles aussi. Donc on a le maillage en vert ici que vous pouvez voir qui est généré. Donc ce découpage qui est créé avant toute simulation. Donc voilà, ils nous disent qu'est-ce qui est mis dans la simulation. Donc voilà, là, quelque chose qui est très intéressant. Il y a 35 millions d'heures CPU pour faire tourner ça. Donc typiquement, ça a tourné pendant plusieurs mois sur un supercalculateur en fait. Il me semble que ce calcul-là a duré 6 mois juste pour une petite aile de cette taille-là. Et juste pour regarder la turbulence qui se forme derrière. Et c'est intéressant. Ça peut être très intéressant en fait en recherche de la turbulence. Donc vraiment tout ce que vous pouvez voir là, tous les filaments, c'est de la turbulence, c'est les petits vortex créés par la turbulence en fait, qui se découpent petit à petit, un à un, pour former des vortex de plus en plus petits. Et les couleurs, ce sont la vitesse. Donc le bleu clair, c'est les vitesses les plus faibles et le rouge, c'est les vitesses. Et donc voilà, vous pouvez voir aussi derrière l'aile cette ondulation. C'est donc les allées qui sont créées, comme je vous parlais tout à l'heure, les allées de von Karman. Et quand on regarde comme ça les tourbillons, je trouve que c'est assez hypnotisant quelque part de pouvoir voir la, la turbulence se former comme ça. Alors je vois une question intéressante de Hugo dans le chat. On peut pas récupérer cette énergie perdue. Donc, qu'est-ce que tu entends par énergie perdue? Parce que en soi, euh,
Après, on peut contrôler, on arrive de plus en plus à contrôler en fait la turbulence en mettant par exemple des instruments spéciaux sur l'aile. On peut par exemple souffler de l'air à certains endroits de l'aile pour créer plus ou moins de turbulence. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec la turbulence, c'est que plus il y a de la turbulence sur une aile, et plus elle va décrocher tard. Donc par exemple, dans des angles d'attaque très hauts, où tu vas être très cabré, ça peut être intéressant de souffler sur l'aile, avec, par exemple, mettre des trous dans l'aile et faire souffler de l'air à ces endroits-là pour créer de la turbulence et quelque part pour, pouvoir énergiser le fluide et pour que l'aile décroche plus tard, en fait. Ça, c'est très intéressant. C'est du contrôle actif d'écoulement, ça s'appelle. Et c'est très, très recherché en ce moment. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, là-dessus. Ben, si tu veux le rapport avec les winglets, c'est vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les tourbillons marginaux. Ça permet, d'adoucir un peu plus la différence de pression qu'il va y avoir entre l'extrado et l'intrado de l'aile, en fait. C'est surtout ça. Et oui, c'est vrai que les winglets du Max, ils sont très intéressants là-dessus parce qu'on a vraiment une section qui part sur le dessus, une section qui part en dessous. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est très intéressant. Du coup, voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions encore sur cette partie qui vient de passer? Oui, oui, c'est ça. Du coup, derrière les winglets, comme les winglets vont réduire ces tourbillons-là, ils vont réduire la traînée induite et donc derrière, on va avoir réduction aussi de la consommation. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai que la turbulence, quelque part, peut jouer sur la finesse un petit peu. Mais, après, ça va pas, jouer non plus, extrêmement sur la vitesse de l'aile parce que la turbulence atmosphérique, c'est pas non plus, une turbulence qui va avoir des grosses variations, non plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat avant que je passe à la partie sur les simulateurs? Non, visiblement non. Allez, on va attaquer la dernière partie. J'espère que je vous ai pas trop endormi jusqu'à maintenant. Alors cette partie est un peu plus courte parce que niveau des informations, heu, il y en a un petit peu moins. J'ai essayé de regrouper un maximum et essayer de partager les simulateurs, donc vraiment regarder, par rapport à P3D, X-Plane, MFS. Hem, donc il y a beaucoup de visualisations qui peuvent être faites. Par exemple, ici, ce sont des captures d'écran qui sont faites sur, X-Plane et sur X-Plane, on peut facilement voir l'écoulement de l'air autour de l'avion et comment c'est simulé. Donc, sur P3D, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations, par rapport à l'aérodynamique et comment c'est simulé, à part que, les modèles de vol de base sont faits d'une telle manière où, quoi qu'il arrive, l'avion, en fait, reviendra, dans l'axe vers lequel il vole. Donc c'est juste des petites perturbations qui ont été envoyées. Tandis qu'ensuite, X-Plane et MFS utilisent, la même manière, enfin de voir et de simuler, ces forces-là, ces forces aérodynamiques, en fait. Donc le but, c'est toujours pareil, comme en CFD,
c'est découper l'avion en plusieurs morceaux et essayer de faire les calculs sur ces morceaux-là. Comme vous pouvez voir ici sur X-Plane, l'aile est découpée en tous ces morceaux et ensuite on peut récupérer la force qui est appliquée sur l'aile et où elle est appliquée en regardant ces forces qui sont appliquées là. Et ensuite, le modèle de vol, donc j'ai pris l'exemple sur le modèle de MFS, le modèle de vol de MFS, car c'est là où j'ai pu trouver le plus d'informations au niveau de comment il est réalisé. Donc à chaque à chaque image de votre simulateur, donc à chaque FPS, il se passe ça. Donc on va, vous allez avoir donc la géométrie, la masse de votre avion, toutes les données aérodynamiques, les données du moteur qui vont être stockées dans un fichier, par exemple le fichier config, et vous allez avoir des états initiaux qui vont être mis dans le simulateur au début. Donc, par exemple, vous lancez le simulateur, vous allez faire une image. Donc, pendant cette image, il va calculer les forces aérodynamiques sur chacune des surfaces. Il va prendre en compte normalement la météo quand ça marche bien. Il va prendre en compte la météo. Donc ça va être par exemple une différence de pression entre l'aile droite et l'aile gauche. Sur l'aile droite et l'aile gauche, il peut y avoir une différence de densité aussi, par exemple. Il peut y avoir une différence d'hygrométrie si vous avez une aile dans un nuage. Ça va être pris en compte. Et si vous êtes au sol, il va y avoir les forces de contact qui vont rentrer, qui vont rentrer en compte avec le modèle aussi de la planète, donc les frottements sur le sol. Et donc ça, c'est fait plusieurs fois. À chaque image du simulateur, c'est une boucle comme ça pour recalculer les forces. Et ce calcul-là, il est fait plusieurs fois par image. Donc à chaque image de votre simulateur, il y a, alors je ne sais plus la valeur exactement, mais c'est une dizaine de fois ce calcul est fait par image en fait. Donc c'est pour ça aussi que les simulateurs de vol utilisent beaucoup plus de ressources que des jeux que vous pouvez trouver. Et tout ça, bien sûr, dépend du temps aussi. Donc quand vous avancez et ainsi de suite. Donc depuis tout à l'heure, je vous parlais de diviser l'avion en plusieurs morceaux. Donc en soi sur MFS et sur X-Plane, c'est la même, ça marche pareil. Donc il y a 40 fois 3 points sur le fuselage qui sont simulés. Il y a un point par train de roue. Il y a un point, enfin 3 points en plus qui peuvent être rajoutés par exemple pour des emports sous les ailes. Il y a 20 fois 3 points pour l'empennage vertical. Il y a 20 fois 3 points aussi pour l'empennage horizontal et 80 fois 5 points pour chacune des ailes. Donc la différence après majeure entre X-Plane et MFS, c'est le nombre de points qui est différent. Donc la précision des forces sur chacune des surfaces. Et après, c'est la manière dont sont calculées les forces aussi, qui peuvent être différentes à cet endroit-là. Après, j'ai pas réussi à trouver vraiment les infos précises pour le modèle de vol de X-Plane sur comment ça marche exactement à cet endroit-là. Je ne saurais pas vous en dire plus. Et ensuite, aussi pour le futur et des simulateurs, ce qui est important, c'est l'atmosphère dynamique. Donc le mouvement de l'air autour des reliefs, par exemple, ou autour d'un bâtiment qui va être sur un bord de piste, qui va créer de la turbulence, et vous pourrez le ressentir par exemple en finale. Ça, c'est vraiment le futur des simulateurs. Déjà, on peut en trouver un petit peu sur MFS. Il y a certains modes, à ma connaissance aussi sur P3D, il me semble, qui peuvent simuler à certains endroits ce genre d'effet. X-Plane, je me souviens plus s'il y a ce genre d'effet aussi, mais c'est sûr que les futurs simulateurs qui sortiront, on verra ce genre de modèle atmosphérique sortir,
plus de la météo précise et avec des modèles précis qui vont sortir de plus en plus et on va pouvoir s'attendre, à de la bonne simulation, dans les prochaines années. Ça, c'est sûr. Et oui, on pourra simuler la finale 36, tout à fait, c'est ça. Et là, c'est sûr que les vols dans les Pyrénées, les vols en montagne, ça risque de bien tabasser quand il y aura du vent. C'est exactement ça. Et du coup, voilà. Ici se conclut, notre petite, conférence de la soirée. Au final, ça a duré une petite heure 15. J'espère que ça vous a bien plu. Peut-être, que ça vous donne, envie d'en voir plus. En tout cas, si vous avez des remarques ou des questions en plus, je suis toujours disponible, si vous me croisez sur le réseau ou quoi, il y a pas de souci. Voilà. Voilà, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, allez-y. Clément sera un plaisir d'y répondre. Ah oui, 0 souci. Sans souci. Et voilà, en tout cas, pour faire les remerciements, merci Clément de ton temps, de ton PowerPoint et tout ce que tu as fait pour cette conférence. Pas de problème, Je ça fait pense que plaisir. je partagerai l'avis de la plupart des gens qui sont sur le chat, à savoir que c'était très intéressant, même si je l'avais déjà entendu avant en quelque sorte. Mais c'est très Juste, intéressant. je te coupe la parole juste pour un truc. J'ai vu une question d'Elodie, j'ai pas répondu. Elle disait, t'es en train de dire que c'est mieux simulé dans MFS que dans P3D. Je la vois arriver. C'est juste que sur le papier, c'est censé être mieux fait. Après, ça dépend comment c'est utilisé. Voilà, j'irai pas plus loin. Parfait. Bon, s'il n'y a pas de questions, un petit point, vous pourrez retrouver la présentation de Clément, d'une part le PowerPoint sur le site, et de l'autre part, vous pouvez retrouver la rediffusion sur le YouTube de la division. On mettra tous les liens sur le forum et sur Facebook. Et voilà. Ouais, super, merci à tous d'avoir été là pour les questions aussi. C'était sympa. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci Clément. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment en notre compagnie. On va se retrouver très prochainement, d'ailleurs, ici même sur Twitch pour un nouveau live. D'ici là, euh, alors je vais répondre à la question de Mathias, même s'il galère un petit peu. Prochaine conférence. La date n'est pas encore fixe, mais on sera autour du mi-juin et je ne vais pas balancer le sujet. Mais par exemple, si on parle de tondeuse à l'envers, ça pourrait peut-être parler des tondeuses qui volent. Ça peut être un sujet. En tout cas, passez une très bonne soirée. On se retrouve bientôt sur Twitch. Je vais mettre juste mon Discord dans le chat si des gens veulent me poser la question. Bien sûr. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao.